Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Les heures passent en Haïti et le bilan s'alourdit. Les autorités du pays évoquent désormais 200 000 morts. Les priorités sont bien sûr multiples, mais celle de la sécurité s'impose de plus en plus. Les forces américaines, près de 10 000 hommes, doivent permettre d'apaiser le climat d'anarchie qui règne dans certains quartiers de Port-au-Prince. Nous reviendrons également sur l'État haïtien qui tente de subsister. Les lieux de pouvoir sont détruits. Le président du pays, René Préval, s'organise dans les quelques mètres carrés de bureaux d'un commissariat qui a échappé à la catastrophe. Reportage, témoignages, et nous serons en direct ce soir avec le secrétaire d'État à la coopération sur place, Alain Joyandet. Dans le reste de l'actualité, l'audition très attendue de Clotilde Reiss devant la justice iranienne. Le tribunal a une semaine désormais pour rendre sa décision. Son avocat se dit confiant de voir la jeune Française acquittée. Elle pourrait ainsi enfin regagner la France. Carlos Ghosn et Renault sous pression ou pas? Le PDG de l'entreprise a été reçu aujourd'hui par le président de la République à l'Élysée. Il devait s'expliquer sur l'éventuelle délocalisation de la fabrication de la future Clio en Turquie. Un samedi de sport avec les images et les résultats du jour, avec l'arrivée du Dakar à Buenos Aires, le tennis et Richard Gasquet s'incline en finale à Sydney, et puis la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, la nostalgie musicale remplit toujours les salles. Le spectacle Âge tendre et la tournée des idoles a déjà rassemblé 2 millions de spectateurs. Au programme, Sheila, Stoney Chardin ou encore Patrick Juvet. Rencontre à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. On commence bien sûr ce journal par la situation en Haïti avec tout d'abord une histoire simple, un petit miracle au milieu du drame qui se joue toujours en ce moment même pour des dizaines de milliers de personnes. Avant de revenir sur les priorités, les enjeux et les conséquences du séisme, voici le destin de Winnie. Elle a 16 mois et elle vient de passer 3 jours isolée du monde extérieur sous les décombres. Jérôme Bonny. Dans ces ruines, un homme appelle à l'aide. Sous les gravats, il y a des signes de vie. Soudain, des décombres de cette maison, surgit un cri d'enfant. C'est une fillette de 16 mois qui est restée coincée 3 jours sans manger ni boire dans les gravats à côté des corps de ses parents. Un journaliste de la télévision australienne la récupère. C'est le bébé de qui? C'est votre bébé? Un homme se présente comme l'oncle de la petite Winnie. Lui-même a sa femme et ses enfants dans les décombres. Le sauveteur tente de la réhydrater, très ému. C'est elle l'héroïne, parce qu'elle s'est battue pendant 3 jours. Elle est encore en vie. Ce fut un grand moment. Et l'homme là-haut, c'est lui qui l'a sauvée, pas moi. C'est pourtant bien le sauveteur qui a eu un rôle salutaire, simplement en lui parlant. Elle était tout près de moi. Je l'entendais, elle était là. Elle avait juste besoin d'un peu d'espace pour sortir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue vers moi. Elle s'est dirigée vers la lumière. Cri de joie dans le désastre haïtien. Winnie est maintenant à l'hôpital. Les médecins sont sidérés par l'état de santé de cette gamine qui retrouve le monde après 3 jours de ténèbres. Une vie sauvée et puis des chiffres qui tombent, des chiffres qui restent toujours très approximatifs mais qui sont lourds. Entre 100 000 et 200 000 victimes, c'est l'estimation avancée par les autorités haïtiennes pour le moment. Mais il faut bien sûr rester prudent, une certitude en tout cas. Les hôpitaux sont surchargés, dépassés par le nombre de blessés qu'il faut tenter de soigner. C'est ce qu'ont pu constater Maryse Burgot et Aaron Diamond cet après-midi. Attention, certaines images sont difficiles. Il ressemble peut-être à l'hôpital général de Port-au-Prince. Cet enfant est enfin soigné par un infirmier après 4 jours d'attente. Elle a besoin des points de suture, mais ça va prendre quand même du temps qu'on puisse lui donner des points de suture. Alors en attendant, on essaie juste de nettoyer pour qu'elle n'ait pas d'infection. Plus loin, ce garçonnet a un début de gangrène, mais il n'y a personne pour l'opérer. Ces 3 chirurgiens français viennent d'arriver, ils découvrent cet incroyable cours d'hôpital. Des fractures qui datent de 3-4 jours, qui sont sales, avec des pansements qui n'existent pas. Et ils vont faire des surinfections gazeuses, des gangrènes gazeuses. Il y en a déjà plusieurs là déjà qui ont débuté des gangrènes gazeuses. Même si on les opère, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont mourir.
4 jours après le séisme, cette fillette porte encore les bandages faits à la hâte par sa mère, tout comme ce garçonnet dont le bras a été broyé pendant le séisme. Il n'y a pas de médecin, je suis là, j'attends, mais personne ne vient. Dans la cour et tout autour de l'hôpital, des centaines de patients attendent. Nous essayons d'attirer l'attention du directeur de l'hôpital sur le cas d'une enfant. Oui, cette petite fille a parlé. Vous allez m'excuser. Oui. En tant que responsable de l'hôpital, je ne peux pas prendre en compte chaque personne. Oui, là je vais organiser une salle d'opération. Des portes sont défoncées pour installer en urgence des blocs chirurgicaux. Mais selon ce médecin américain, il faudra encore plusieurs heures avant de commencer les opérations et dans quelles conditions? On fait ce qu'on peut, mais il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, très peu de matériel. On utilise des scies de bricolage pour amputer. On n'a vraiment rien. Ce chirurgien a bien autre chose à faire que de parler à la presse. Et en fait, tous les blessés ne sont pas encore arrivés jusque-là. Dans cette banlieue éloignée du centre de Port-au-Prince, beaucoup d'adultes et d'enfants blessés ne reçoivent aucun soin. Cet enfant, dont le pied est cassé, n'a guère de chance d'être soigné. Nous n'avons pas trouvé des médecins. Vous n'avez pas trouvé? Non. Vous avez cherché? Oui. Retour dans la cour de l'hôpital où les morts côtoient les vivants. Personne ne pense à enlever les corps de ceux qui ont succombé à leurs blessures. Un avion français chargé de matériel médical devait atterrir hier soir à Port-au-Prince. Mais maintenant que les Américains contrôlent l'aéroport, il faut leur autorisation pour quoi que ce soit, ce qui complique finalement dans un premier temps l'arrivée des secours. Autre constat sur place, l'aide internationale a beaucoup de mal à s'organiser. La raison de tout cela est assez simple, il n'existe quasiment plus d'État haïtien. Les lieux de pouvoir ont été en grande partie détruits et le président du pays a enfin trouvé aujourd'hui un bureau de substitution dans un commissariat de la capitale. Le point sur tout cela avec sur place Claude Sampère et Olivier Martinez. Le palais présidentiel à terre, c'était l'un des bâtiments les plus connus d'Haïti. À ses côtés, l'immeuble des ministères, très sévèrement touché. Un peu plus loin, le palais de justice, complètement aplati. Au milieu des gravats, nous rencontrons Pierre. Il travaillait ici comme huissier. Il a perdu de nombreux collègues. Et pour lui, seule l'aide internationale va peut-être aider Haïti à se redresser. Pour que Haïti reconstruise, c'est l'aide internationale seulement qui a reconstruit Haïti parce que Haïti périt. Même la prison centrale a été touchée. Les milliers de prisonniers qui y étaient enfermés se sont tous enfuis. Et aujourd'hui, on les croise en toute liberté devant leur ancienne prison. Celui-là nous raconte qu'ils ont eu très peur, mais que finalement pour eux, cette catastrophe, c'était une occasion à ne pas manquer. Aujourd'hui, toutes les institutions du pays sont détruites. Il n'y a plus de pouvoir. En ville, très peu de policiers. Le président et son gouvernement ont trouvé refuge dans un petit commissariat près de l'aéroport. C'est là que l'ambassadeur de France vient régulièrement pour faire le point sur la situation. On le voit ici discuter avec le Premier ministre. Haïti, après des années de dictature, des ouragans, des inondations terribles, semble marqué par le destin. Tout le monde est très touché, c'est un pays auquel on avait envie de croire. Les gens avaient commencé à prendre un peu leur destin en main, il y avait un début de stabilité politique, une transition qui pouvait se faire bien, on avait des élections en perspective et cette catastrophe humanitaire va retarder sans doute d'autant le développement du pays. Il est difficile pour le moment d'imaginer comment Haïti va pouvoir se relancer rapidement et se reconstruire. Et on retrouve tout de suite Claude Sampère. Bonsoir Claude. On vient de suivre votre reportage. Vous nous décrivez depuis plusieurs jours ce chaos. D'abord, un mot des secours. Il y a toujours ce soir de l'espoir de retrouver des survivants. Effectivement, aujourd'hui encore, on a opéré plusieurs opérations de sauvetage. Je voudrais vous donner des nouvelles de cet homme qu'on vous montrait hier à 20 h dans notre reportage. Cet homme qui était coincé sous les décombres de l'hôtel Montana. Et bien, finalement, les secouristes français l'ont extrait après plusieurs heures d'efforts. Mais ça a été extrêmement difficile puisque l'homme a dû être amputé d'une jambe sous les décombres. Ensuite, cet homme a été finalement extrait et litreuillé. Il se trouve à l'heure actuelle, sa vie est sauve, dans un hôpital. Donc 4 jours après le séisme, il y a toujours encore l'espoir de retrouver des survivants.
Autre point, Claude, il semble que l'aide internationale a véritablement du mal à arriver. Il y a des problèmes de coordination sur place ou pas? Écoutez, ça coince un peu, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, une première chose, c'est que les Américains ont pris le contrôle ici de l'aéroport de la capitale d'Haïti. Et les Américains limitent le nombre des rotations des avions à 90 par jour, officiellement pour des raisons de sécurité. En tous les cas, il semble, d'après certains observateurs, que les Américains semblent pour le moins privilégier l'atterrissage de leurs propres avions de secours. Ce soir, par exemple, on attend ici la secrétaire d'État Hillary Clinton. Le président Obama parle d'une opération de secours américaine de très grande ampleur, une des plus grandes jamais réalisées dans l'histoire des États-Unis. En tous les cas, il y a un fait, c'est que l'hôpital, par exemple, de campagne des Français, qui devait arriver ici par avion, l'avion a été détourné en République dominicaine. Et à l'heure actuelle, le dernier avion des secouristes français, il est toujours en République dominicaine. Merci Claude Sampère et à demain. Et autre preuve de cette mobilisation américaine, voici l'une des images du jour. Elle nous vient de Washington. C'est celle des deux anciens présidents, George Bush et Bill Clinton, qui sont arrivés aujourd'hui à la Maison-Blanche. Ils ont été chargés par le président Obama de la collecte des fonds pour Haïti. Sur place, Claude Sampère nous le disait, l'aide humanitaire a du mal à se déployer. Une situation rendue d'autant plus difficile ces dernières heures par un climat pesant d'insécurité dans certains quartiers de la capitale. Un climat qui rapproche parfois le pays de l'anarchie. Le point sur tout cela avec Loïc Delamornay. Les fusillades, l'anarchie et ces images d'hommes en armes, chefs de gang ou habitants protégeant sa maison. La tragédie n'a fait qu'amplifier l'insécurité qui fait la triste réputation d'Haïti. Face au pillage ou même aux distributions de ce qui reste d'eau ou d'essence, les rares autorités présentes sont débordées. Un premier contingent de 4000 soldats américains est arrivé sur place. 6000 autres sont attendus lundi. Le gouvernement haïtien a cédé le contrôle de l'aéroport aux forces américaines. Nous avons été préparés et entraînés à tous les types de scénarios. Donc oui, si la ville a besoin de mesures de sécurité, nous serons capables de faire régner l'ordre. Première mission pour ces hommes, protéger cet hélicoptère et l'aide d'urgence acheminée à ces sinistrés, réfugiés sur les hauteurs de Port-au-Prince. Il faut être vigilant. La faim et le désespoir aidant, un mouvement de foule devient vite incontrôlable. Il y a la barrière de la langue, mais quelques habitants parlent anglais. Ils ont pu jouer le rôle de responsable en nous aidant à canaliser les autres. La tâche est immense. Il faudra notamment reconstruire et sécuriser le port. Ces grues effondrées et les containers entre deux eaux empêchent l'accostage des navires de secours. Le ramassage des corps est une priorité sanitaire. Le gouvernement a annoncé que des milliers de cadavres avaient déjà été enterrés ou brûlés dans des fosses communes. Et les secouristes ne sont peut-être pas au bout de leur macabre surprise. Alors qu'on pensait que Port-au-Prince était l'endroit le plus touché, des sauveteurs viennent de découvrir que la ville de Léogane, à 20 km à l'ouest, avait été rasée à 90% et qu'on y redoutait jusqu'à 10 000 morts supplémentaires. Seuls quelques miracles permettent de garder espoir. Ces casques bleus brésiliens viennent d'entendre un filet de voix sorti des décombres. Ils demandent le silence. Est-ce que vous allez bien ? Une main tremblante, puis, comme une incroyable apparition, ce visage enserré dans les gravats qui cligne des yeux. Elle s'appelle Madame Jean-Baptiste, elle est infirmière et elle est vivante. Assis et éberlué, son mari trinque avec elle quelques minutes plus tard, contemplant ce beau visage sorti de l'enfer. Alors de la colère, de l'abattement, il faut reconnaître que la population manque de tout, de médicaments, de nourriture. Et puis, on le sait, la question de l'eau est également une des priorités du moment. Voyons comment tout cela s'organise avec sur place le reportage de Valérie Lerouge et Diane Moine. La ruée vers l'eau. Pas besoin de publicité, la rumeur s'est vite répandue. Une livraison de bouteilles est assurée par l'ONU. Opération rapide et efficace, mais certaines tournent parfois à l'émeute. Hier, plein centre de Port-au-Prince, un convoi sécurisé apporte des biscuits protéinés. Les soldats sont vite débordés. Les gens refusent de s'organiser et là, les enfants et les femmes vont être victimes. Si on continue la distribution, on ne peut plus continuer. Même confusion dans toutes les stations-service. Prise d'assaut avant même leur ouverture, par peur de pénurie. Le problème, c'est qu'on a une rareté totale. On n'a pas assez de carburant pour permettre à tout un chacun de trouver. Donc là, c'est pour ça que les gens s'affolent.
10 litres seulement par personne et des heures d'attente sans aucun ordre prioritaire. De quoi révolter ce médecin. C'est vraiment chaotique, précaire et les moments me dépassent. Je ne sais que dois-je faire. Mais mon voiture se trouve au bord de la rue. Je n'ai pas du carburant afin de pouvoir aider les personnes qui ne sont pas encore mortes. Ok, il va nous monter. Où est le galon? Seul moyen d'en obtenir plus vite, le marché noir sur le bord de la route. 10 $ le gallon, plus du double du prix normal. Belle opération pour certains. Ça, il ne l'achetait pas en Haïti, il l'achetait à Malpasse, à Saint-Domingue. Il vient ici pour y vendre. Dans les camps où se sont regroupés tous ceux qui ont perdu leur maison, on s'installe là pour longtemps. Et la nourriture manque cruellement. On vit ici en mendant, en charritant. Quand on avait des enfants, on n'a pas de moyens, notre maison a crasé, tout à détruire. Vous-même constatez, il n'y a rien, même pas un plat, on n'a pas un plat ici. Aujourd'hui, vous n'avez rien mangé? Rien mangé. Ici et là, quelques légumes bouillis pour nourrir en priorité les enfants. On a acheté, avec le peu qu'on a, on se débrouille assez. L'impatience commence à gagner les camps de sinistrés. Et beaucoup ne comprennent pas qu'il y ait autant d'avions humanitaires qui atterrissent ici jour et nuit et aussi peu de vivres qui arrivent jusqu'à eux. Allez, faisons le point maintenant sur la communauté et l'aide apportée par la France. On retrouve en duplex de Port-au-Prince le secrétaire d'État à la coopération, Alain Joyandet. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. D'abord, monsieur Joyandet, j'ai envie de vous poser une question toute simple et personnelle. Qu'est-ce que vous ressentez depuis que vous êtes arrivé sur place face à ce chaos ? J'ai l'impression d'être dans un pays, dans une capitale qui vient de subir un bombardement, puisque ça a été expliqué dans vos sujets, quasiment tout est détruit dans toute une partie de la ville. Les cadavres jonchent encore beaucoup toutes les rues. Il y a plus de 15 000 morts qui ont déjà été rassemblés par les autorités haïtiennes. Et on a l'impression que tout est à l'arrêt, qu'il n'y a plus d'État, plus d'administration, pas de sécurité. Et que c'est vraiment ici un chaos très impressionnant. Un point maintenant, monsieur Joyandet, sur les ressortissants français. Est-ce que vous avez ce soir des nouvelles informations sur les victimes françaises de ce séisme? Oui, des informations précises. Nous avons pour l'instant 8 morts. 8 morts que nous avons identifiés, pour lesquels j'ai évidemment une pensée pour leurs familles. Nous craignons beaucoup pour une trentaine de ressortissants français. Mais même si tout cela est douloureux, par rapport à l'ampleur de cette catastrophe, la communauté française a été proportionnellement très épargnée. Je crois aussi en raison des édifices français, notamment le lycée dans lequel il y avait 750 personnes, l'ambassade qui a été très largement préservée et où nous rassemblons nos ressortissants avant de les faire rejoindre la France, notamment la Guadeloupe et la Martinique. Un mot de la coordination de l'aide humanitaire. Est-ce que vous n'êtes pas allé troubler, notre envoyé spécial nous en parlait tout à l'heure, par le fait qu'un avion français n'a pas pu se poser sur l'aéroport et qu'un autre avec des rescapés a été, on va dire, bloqué durant plusieurs heures par les autorités américaines? De très nombreux avions ont été empêchés d'atterrir ou de redécoller. Pas uniquement, évidemment, les avions français, les avions espagnols, d'autres avions européens. J'ai d'ailleurs dû faire une intervention, effectivement, auprès de l'ambassadeur des États-Unis pour émettre une protestation pour que cet avion qui a à son bord un hôpital de campagne arrive ici d'urgence. Il y a 10 postes d'intervention chirurgicale et puis nous avons encore des Français qui, eux aussi, souhaitent rejoindre leur pays. Mais tout ça est en train de rentrer dans l'ordre. Je crois que l'intervention américaine a été très importante pour que l'aéroport puisse fonctionner. Il faut maintenant beaucoup de discernement pour établir les priorités. Mais quand il s'agit des secours d'urgence, je crois qu'il n'y a pas d'autres priorités. L'alimentation, les médecins, les urgentistes et tout ce qui va avec, c'est vraiment la priorité des priorités. Ensuite, il y aura d'autres sujets comme le risque sanitaire et puis évidemment la question qui est vraiment posée ici de la sécurité qui n'est pas du tout assurée. Merci monsieur Joyandet. En France maintenant, 2 images qui reflètent l'émotion suscitée par le séisme en Haïti. Tout d'abord au Trocadéro à Paris, 1 minute de silence a été respectée et des bougies ont été allumées en la mémoire des victimes de la catastrophe. Et puis ce soir, une messe a été donnée dans la cathédrale Notre-Dame à Paris, messe célébrée par le cardinal André Vinroy. De nombreux Haïtiens et de nombreux Français d'origine haïtienne sont venus se recueillir ce soir dans la cathédrale. Image signée Frédéric Faure et Mathias
Barrois. Et je vous rappelle que France Télévisions, Radio France et le journal Le Monde s'associent à la Fondation de France en solidarité avec Haïti. Vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse que vous voyez apparaître sur l'écran, adresse et courrier, bien évidemment par Internet également. Voilà pour la situation ce soir en Haïti. Il est 20h18, à suivre dans le reste de l'actualité. Les résultats de l'entretien entre Carlos Ghosn, le PDG de Renault, et Nicolas Sarkozy. Le président de la République voulait savoir si le constructeur automobile avait vraiment décidé de délocaliser une partie de sa production en Turquie. Un samedi de sport. Qui sont les vainqueurs du Dakar? Le tennis, c'est la défaite de Richard Gasquet en finale à Sydney. Et puis la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En fin de la musique, de la nostalgie et un spectacle. Stoney Chardin, Sheila, des yéyés qui font toujours recette, ils sont sur scène. Coup de projecteur sur H Tendre et la tournée des idoles qui continue. Mais avant cela, Clotilde Reiss doit encore patienter. La jeune Française est toujours obligée de rester à l'ambassade de France de Téhéran. Elle s'est rendue aujourd'hui pour la dernière fois, normalement, devant la justice iranienne. Reste à savoir si dans les prochains jours, son acquittement sera prononcé. Explication, Renaud Bernard. L'espoir de la liberté. C'est une jeune femme sereine qui a quitté le tribunal révolutionnaire de Téhéran ce matin. Sans craquer, Clotilde Reiss a affronté 2 heures durant, comme ici en août dernier, le procureur qui l'accuse depuis 6 mois d'atteinte à la sécurité nationale. Son avocat se dit confiant. Il croit même à un acquittement. Je suis très optimiste, elle aussi très confiante qu'elle sera acquittée de ces accusations. Elle va très très bien. Elle est très solide, heureusement. Officiellement, le verdict doit tomber d'ici 8 jours, sauf si en échange de la jeune femme, l'Iran confirme ses exigences. La libération de Majid Kakavand. Cet ingénieur est assigné à résidence en France pour avoir voulu acheter du matériel sensible. Dans la balance, il y a aussi l'élargissement d'Ali Vakilirad, l'assassin en 1991 de Shapour Bakhtiar, le dernier Premier ministre du Shah. Un chantage reconnu à mots couverts par le président iranien lui-même. Mais vous devez savoir qu'il y a quelques Iraniens qui sont en prison en France depuis des années. Ce sont des prisonniers. En attendant, Clotilde Reiss a regagné l'ambassade de France à Téhéran. C'est ici qu'elle vit assignée à résidence depuis 5 mois maintenant. En France, un visiteur aujourd'hui au Palais de l'Élysée, un visiteur ou plutôt un président d'entreprise convoqué. Celui de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, est venu s'expliquer sur l'éventuelle délocalisation de la Clio 4 en Turquie. 15% du capital de l'entreprise est, je vous le rappelle, détenu par l'État. Et Nicolas Sarkozy entendait en savoir plus sur le dossier. Et apparemment, il a eu quelques éléments de réponse. Sophie Brune et Mathieu Bierden. Une rencontre à huis clos entre Carlos Ghosn et Nicolas Sarkozy. Et après 1 heure de discussion, un simple communiqué de l'Élysée. La Clio 4 sera en partie produite à Flins. La menace d'une localisation uniquement en Turquie s'éloigne. Une hypothèse que le président avait rejetée déjà mercredi dernier. Nous ne mettons pas tant d'argent pour soutenir nos constructeurs automobiles pour que la totalité des usines s'en aille à l'extérieur. Allusion au plan massif de soutien au secteur automobile décidé l'an dernier. Le problème, c'est que Renault produit déjà largement hors de nos frontières. Seuls 25% de ces véhicules sont construits en France. Ainsi, pour la Clio 3, le principal site de production est Bursa, en Turquie, devant l'usine française de Flins et un site espagnol. Car produire à l'étranger coûte moins cher, 10% de différence entre la Turquie et la France. Alors, quelle sera la part réservée à Flins pour la Clio 4 et jusqu'à quand? Ce soir, pas de réponse. Seule certitude, c'est bien cette usine qui accueillera la production du futur véhicule électrique Zoé dès 2012. La politique avec les régionales qui se préparent. Europe Écologie tenait son premier grand rassemblement de campagne à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Son leader, Daniel Cohn-Bendit, s'est voulu modeste. Il espère bien sûr un très bon score, mais estime que le PS sera devant au premier tour. Et il ne souhaite pas que ses électeurs se trompent d'adversaire. Sa cible reste, je cite, l'UMP, image signée Emmanuel Morel. Les régionales toujours, et en Poitou-Charentes, Ségolène Royal était en meeting également aujourd'hui à La Rochelle. Elle sera opposée entre autres au secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, l'ex-candidate à la présidentielle qui a souhaité ouvrir ses listes à des représentants du MoDem. Et certains ont accepté. François Privat et Fabien Tormos sur place. Ségolène Royal, radieuse avant son meeting de rentrée, visiblement portée par l'annonce ce matin du ralliement à sa liste des représentants du MoDem de Charente-Maritime.
Ici, ce sont des hommes et des femmes de bon sens, des hommes et des femmes qui ont envie de travailler ensemble pour l'avenir de la région. C'est-à-dire l'intelligence humaine l'emporte sur les calculs d'appareils. Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour la région, pour les habitants de la région. Quelques heures plus tôt, Alexis Blanc, le patron du MODEM de Charente-Maritime, confirme le ralliement de ses troupes à la liste royale. Et visiblement dans les couloirs, tout le monde n'est pas d'accord. Manifestement une prise de guerre pour Ségolène Royal, qui propose aux centristes 5 places éligibles. La présidente sortante de Poitou-Charentes joue la carte du rassemblement de toutes les forces d'opposition à Nicolas Sarkozy dès le premier tour des élections régionales. Je salue les centristes présents dans la salle. Ils sont les bienvenus. Ils seront à nos côtés au premier tour. Dès la fin de l'après-midi, le MODEM a annoncé l'exclusion de tous les membres qui ont choisi le ralliement à la liste royale. En Italie, c'est demain que le pape Benoît XVI doit se rendre dans une synagogue à Rome, une visite très attendue qui divise la communauté juive sur place, et cela depuis que le pape a décidé le mois dernier de faire avancer le processus de canonisation de Pie XII à Rome. Philippe Bisserias et Gian Claudio Calderara. À quelques mètres de la grande synagogue de Rome, une plaque rappelle la déportation de plus de 1000 juifs romains en 1943. Benoît XVI se recueillera sur ces lieux dès son arrivée. Un geste symbolique face à une communauté juive troublée par la venue du chef de l'Église catholique. Le Vatican a toujours fait avec nous les Juifs un pas en avant et 3 pas en arrière. Moi je suis invité, mais je n'irai pas. En cause, la décision de Benoît XVI il y a un mois de relancer le processus de béatification du pape Pie XII. Pie XII, pape controversé, qui guida l'Église pendant la Deuxième Guerre mondiale et que de nombreux Juifs accusent d'être restés silencieux face à la Shoah. Rescapé d'Auschwitz, Piero Terracina ne sera pas à la synagogue. Si j'étais allé, ça aurait voulu dire rendre hommage à Benoît XVI, et sincèrement, je ne me sentais pas de le faire. Toute ma famille a fini en cendres et en fumée. Si à l'époque le pape Pie XII avait dit un seul mot, les choses se seraient peut-être passées différemment. Absent également le président de l'Assemblée rabbinique d'Italie qui a décidé de boycotter la cérémonie. Un climat qui contraste avec cette image. C'était en 1986 dans cette même synagogue. Jean-Paul II est alors le premier pape à rentrer dans un lieu de culte juif en 2000 ans de christianisme. Vous êtes nos frères préférés. Benoît XVI, lui, devra retrouver l'esprit de cette rencontre. Depuis des années, les associations juives réclament l'ouverture des archives secrètes du Vatican concernant la période de la Seconde Guerre mondiale. Benoît XVI sera-t-il tenté de faire un geste dans leur direction pour apaiser les esprits? Le sport ce samedi avec tout d'abord la défaite en tennis de Richard Gasquet en finale du tournoi de Sydney. Le score 6-4, 7-6 face au chypriote Marcos Baghdatis. Un match qui a été interrompu plus d'1 heure à cause de la pluie. Et un résultat qui reste cependant encourageant pour le Français à quelques heures de l'ouverture de l'Open d'Australie. Autre résultat du jour, celui du Dakar 2010 à Buenos Aires. En auto, victoire finale de Carlos Sainz sur Volkswagen. Et en moto, c'est le Français Cyril Desprez sur KTM qui s'impose. Sur place, on retrouve Julien Benedetto et Régis Maté. Ce fut longtemps un mirage, finalement une délivrance. Cyril Desprez triomphe à Buenos Aires après avoir englouti plus de 9000 km. À l'arrivée pour les motards, l'émotion dissipe l'épuisement. Desprez gagne son 3e Dakar, 3 ans après. 3 ans de galère, 3 ans de bobo, 3 ans d'entraînement et une 3e victoire. C'est sûr qu'on peut être que ému, non? Pour 2 minutes et 12 secondes, le plus petit écart dans l'histoire du Dakar Auto, l'Espagnol Carlos Sainz remporte l'épreuve, juste devant le Qatari Nasser Al-Attiyah. Depuis le temps que je rêvais de gagner le Dakar, maintenant c'est fait. Je suis si heureux, fier pour l'Espagne et les gens qui croient en moi. Une course au-delà du sport, une symphonie de paysages, désert d'Atacama, cordillère des Andes, témoin majestueux du rallye le plus dur au monde. Un Dakar fidèle à sa légende qui martyrise les pilotes et les mécaniques. Succès populaire, parcours séduisant et suspense jusqu'au bout. Ce Dakar 2010 aura tenu toutes ses promesses, mais les Argentins ne sont pas sûrs de voir le rallye dans leur pays l'année prochaine, car les organisateurs envisagent un retour en Afrique. Décision le mois prochain. Et puis du football également avec la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée hier soir pour les quarts de finale après sa victoire 3-1 face au Ghana.
Et puis le Nigeria peut toujours espérer poursuivre l'aventure après sa difficile victoire cet après-midi face au Bénin. Victoire 1-0, but inscrit ici sur penalty. Sheila, Patrick Juvet, Stone et Chardenne, ils sont tous réunis sur scène pour un spectacle et une tournée qui n'en finit plus. Certains voulaient les classer dans les has-beens, mais ils sont toujours des idoles pour d'autres, une nostalgie musicale que nous racontent Marie Jojouan et Zidane Berkous. Seigneurs en délire, ambiance survoltée au Palais des Congrès, Patrick Juvet reprend son tube de 1975. Même moyenne d'âge sur la scène que dans la salle, ils sont près de 5000 venus écouter les idoles de leur jeunesse. Souvenir, le show dure 4 heures. Patrick Juvet, Sheila, Stone et Chardenne, 18 artistes se succèdent toutes les 10 minutes. Je pense que les gens ils sont vraiment touchés parce que toutes les chansons, tous les chanteurs qui voient, ça leur évoque forcément des moments heureux de leur jeunesse, hein, puisque les chansons sont toujours liées à des moments heureux, en principe. Donc nous, on fait partie de cette, voilà, de leur vie. Éric Chardenne rejoint celle qui fut sa compagne dans la vie. Aujourd'hui, c'est la chanson qui les réunit. Avec toi, ami. Vous savez, moi je ne suis pas très fan de la nostalgie, je suis surtout fan de la mémoire. La mémoire, ils en ont. À l'entracte, pas de serveur derrière un bar, mais des artistes signant des autographes. Très important, les dédicaces. Et les bisous? Pas de bisous. Non, pas de bisous. Sheila se prépare pour la seconde partie du spectacle. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien. À travers les années, un incroyable succès. La 4e saison de la tournée commence très fort. Depuis 2006, déjà près de 2 millions de spectateurs en France. Résultat, un grand bain de légèreté et une confirmation. Ils sont tellement mieux que ceux d'aujourd'hui qu'il n'y a pas photo. Hein. On retrouve nos 20 ans, nos 30 ans, merci. Hein. Ça rappelle notre jeunesse. Formidable. Super. À l'année prochaine surtout. Ah oui. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce samedi, c'est bien sûr le bilan qui s'alourdit en Haïti au fur et à mesure que les heures passent. Les autorités du pays évoquent 200 000 morts, les priorités sont multiples, mais celle de la sécurité s'impose de plus en plus. Les forces américaines arrivent progressivement sur place avec près de 10 000 hommes. Ce soir, le secrétaire d'État à la coopération, Alain Joyandet, nous a confirmé la mort de 8 Français et les doutes autour de 30 personnes toujours portées disparues. Voilà la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. Juste après, vous retrouverez les 50 ans de carrière de Philippe Bouvard, une émission et des archives très étonnantes présentées par Stéphane Bern. Je vous retrouve demain dès 13h pour l'information. Avec nous pour 13h15 le dimanche, Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, et le réalisateur Patrice Lecomte et le footballeur Steve Savidan. Merci à vous, très belle soirée et à demain.